Cet incident est souvent comparé à l'affaire du col Dyatlov, un drame qui s'est déroulé en 1959. Les similitudes sont surprenantes. Un groupe de randonneurs morts dans des circonstances mystérieuses et inexplicables, des hypothèses nombreuses, des comportements étranges et de multiples blessures. Le 5 août 1993, dans la chaîne de montagnes de Kamar-Daban, en Bouriassie, en Sibérie, 6 randonneurs kazakhs ont été retrouvés sans vie. Selon les rapports d'enquête, les corps étaient éparpillés sur une pente. Certains étaient allongés face contre terre, d'autres sur le dos. Ils présentaient des signes de détresse extrême, des traces de vomissements, saignements, ecchymose, mousse aux lèvres. La disposition des corps donnait l'impression qu'ils avaient tenté de fuir en descendant la pente, mais qu'ils s'étaient écroulés les uns après les autres, à quelques mètres de distance. Voici l'histoire d'une affaire irrésolue à ce jour, l'incident de Kamar-Daban. Lyudmila Korovina est née le 21 novembre 1951. Elle est âgée de 41 ans. Elle vivait et enseignait à Petroplav, aujourd'hui au Kazakhstan, autrefois en URSS. Elle était instructrice de randonnée et d'alpinisme, détentrice du titre soviétique de maître des sports de randonnée pédestre, ce qui indiquait un niveau d'expérience élevé. Elle dirigeait régulièrement des expéditions avec des jeunes, dans l'esprit des clubs de sport soviétiques, qui formaient autrefois des randonneurs endurcis aux conditions difficiles. Le 2 août 1993, elle prend la tête d'un groupe de 6 jeunes, âgés entre 15 et 24 ans, pour une randonnée dans la chaîne du Kamar-Daban, en Sibérie. Korovina avait la réputation d'être stricte, exigeante, mais très compétente. Les parents lui faisaient pleinement confiance pour la sécurité de leurs enfants. Le groupe devait effectuer un itinéraire complexe de 20 jours de marche sur des cols, des sommets et vallées, en autonomie complète. Pour cette randonnée, Korovina a choisi Tatiana Filipenko, 24 ans, Alexander Krishin, 23 ans, Denis Vidorovitch Jvaklin, 19 ans, Valentina Utoshenko, 17 ans, Victoria Zalezova, 16 ans, et Timur Babanov, 15 ans. Ce choix répondait à son rôle de formatrice et aux règles des clubs sportifs soviétiques de randonnée. Tous appartenaient au club de randonnée Azimut de Petroplav, où Korovina enseignait. Les 6 randonneurs avaient déjà fait plusieurs sorties sous sa supervision. Elle connaissait bien chacun d'eux et entretenait une relation quasi familiale. Pour Korovina, un groupe de 7 personnes était une taille idéale pour ce type d'expédition. Assez nombreux pour se soutenir mutuellement, mais pas trop grand pour compliquer la logistique. Lyudmila Korovina avait tracé l'itinéraire plusieurs mois avant cette expédition. À partir du village de Mourino, dans la vallée de la rivière Langoutai, l'itinéraire devait passer par le col de Langoutai et atteindre les crêtes principales du Kamar-Daban, avec l'objectif de gravir plusieurs sommets, dont le pic Khan Ula, puis redescendre vers la vallée de la rivière Snef-Naya. Initialement, le groupe devait retrouver au lac Pinto un autre groupe du même club, mené par un collègue instructeur. L'idée était de marcher une partie du trajet
ensemble, puis bifurquer. Cet itinéraire était estimé entre 210 à 230 kilomètres. Après environ 2 à 3 semaines, le groupe de Corov-Vina devait atteindre un point de sortie vers le lac Baïkal, probablement à la gare de Sliut-Dianka, ou un autre village accessible. C'est un départ le 2 août 1993 du village de Mourino, petit point d'accès sur la rivière Langoutai. C'est le premier jour de marche d'une expédition prévue pour durer environ 20 jours. Les jeunes sont enthousiastes. Pour eux, c'est une expédition prestigieuse qui allait leur permettre de valider un niveau de sport supérieur. Chacun portait un sac lourd contenant les vivres, tentes, vêtements et matériel commun. La discipline était stricte. Corov-Vina organisait le groupe en filets, contrôlait les pauses, vérifiait la répartition du matériel. La première étape consistait à remonter la vallée de la rivière Langoutai pour rejoindre les pentes menant au col du même nom. Le relief est assez doux au départ, mais la marche est longue et exigeante sous le poids des sacs. Le 2 août, le temps était encore correct, avec un ciel partiellement nuageux. Les températures estivales de montagne se situent entre 15 à 20 degrés Celsius le jour. Même si des nuages épais sur les sommets laissaient déjà deviner une instabilité météo, rien ce jour-là ne laissait présager un changement drastique dans les conditions. C'est à partir du 3 août que la situation va changer. Le temps se dégrade dans la matinée. Les nuages sont bas. Le brouillard s'installe. Puis une pluie fine, mais persistante, accompagne les randonneurs. Le terrain devient glissant. Les sacs plus lourds avec l'humidité. Les capes et vestes imperméables protègent mal de la pluie et l'air humide empêche tout séchage. La température a chuté à 8 degrés Celsius, mais le ressenti est beaucoup plus froid à cause d'un fort vent qui fait maintenant rage. Le groupe sort de la forêt taïga et commence à marcher dans une zone plus ouverte, plus exposée, annonçant l'approche des crêtes du Kamar Daban, puis des hautes montagnes. Les chemins sont boueux, les rivières de montagne gonflées par la pluie. Les traversées deviennent difficiles. Les jeunes commencent à fatiguer. Les sacs flottent. Les vêtements collent. Les pieds s'imbibent d'eau. Lyudmila Korovina garde une discipline stricte. Il faut marcher groupé et ne pas se disperser. Certains, comme Valentina Utoshenko, se montrent endurants et motivés malgré la pluie. D'autres, plus jeunes ou moins robustes, commencent à se plaindre du froid et de l'humidité. Korovina encourage, mais reste exigeante. Pour elle, la pluie fait partie de l'entraînement. En fin de journée, le groupe atteint une zone près de la crête, mais choisit curieusement un campement encore à moyenne altitude, dans un espace un peu abrité. Ils installent la tente et tentent de sécher un minimum leurs vêtements. Mais tout est humide. Sacs, chaussures, vestes et couvertures. Le feu est difficile à allumer. Le bois est trempé. S'ils y parviennent,
C'est faible et de courte durée. Le repas est sommaire, à base de vivres secs. Cette journée a créé une fatigue mentale avec une pluie continue. Les efforts fournis par les jeunes les ont déjà épuisés et le moral est en baisse. Le groupe se couche épuisé et mouillé, ce qui rendra la traversée du 4 août extrêmement dangereuse. Le 4 août va précipiter le drame de Qamar Daban. En matinée, le groupe quitte le camp, installé la veille dans une zone clairsemée, à mi-hauteur de la montagne. L'objectif est d'atteindre la crête principale pour ensuite entamer la descente vers la vallée de la rivière Snejnaïa. Le temps ne s'est pas amélioré, la pluie fine n'a jamais cessé et le brouillard est toujours présent. La température est glaciale avec de forts vents. L'expédition de Korovina est en grande difficulté. Les jeunes sont déjà trempés. Les vêtements et chaussures imbibés d'eau depuis la veille. En fin de matinée, la pluie s'intensifie, se transformant en averse continue, avec un vent fort sur les pentes. Le brouillard devient épais, avec une visibilité de moins de 10 mètres, ce qui rend l'orientation difficile, même pour Korovina, qui est expérimenté. Le sol est glissant et boueux, les rochers humides, les sacs lourds et les chaussures trempées augmentent la fatigue et le risque de chute. En début d'après-midi, le groupe progresse courageusement vers la crête, mais les jeunes commencent à montrer des signes de détresse physique, des tremblements, des frissons et de la difficulté à suivre le rythme. Korovina tente de maintenir le groupe uni et motivé. La crête est largement exposée au vent et à la pluie, sans arbres pour briser le courant d'air. Les jeunes sont désormais totalement trempés. Le froid commence à provoquer une légère hypothermie. En fin d'après-midi, entre 15 heures et 18 heures, le groupe atteint enfin la crête principale. Il campe à proximité de la crête, dans un endroit absolument exposé. 2 tentes sont montées. Les tentatives d'allumer un feu sont vaines. Le bois est trempé. Le vent rend presque impossible de maintenir les flammes. Les vêtements ne sèchent pas et le corps commence à perdre rapidement sa chaleur. Les températures ressenties sont maintenant entre 0 et 3 degrés Celsius à cause du vent et de la pluie continue. Le groupe s'installe dans la tente ou sous des abris de fortune. Certains jeunes présentent déjà des signes de désorientation et de fatigue extrême. Korovina reste vigilante, mais fatiguée et trempée elle-même. Cette nuit-là, l'exposition au vent et au froid, combinée à l'humidité, devient critique. Les malheurs se succèdent durant la nuit. Les tentes se déchirent et des piquets sont arrachés. La nuit est horrible. Tout est trempé. Un drame se profile à l'horizon. Le 5 août au matin, la pluie continue. Les vents sont forts. La température est à 0 degré. Les vêtements et chaussures sont trempés. La tente n'offre qu'une protection limitée contre le vent et l'humidité. Korovina est épuisée. Elle ne peut plus protéger efficacement le groupe. C'est le début de l'hypothermie, des tremblements, une fatigue extrême et une confusion légère. Les jeunes se réveillent déjà affaiblis par la nuit. Le brouillard empêche de voir plus loin que quelques mètres. Une descente va être tentée. Le groupe essaye de suivre le sentier,
mais la désorientation et la panique viennent de débuter. Certains jeunes tremblent de manière incontrôlable. Lyudmila Korovina meurt d'une crise cardiaque. Le groupe vient de perdre son repère, sa figure d'autorité. Place maintenant au chaos. Les jeunes ne savent plus où aller. Certains se mettent à courir ou à marcher de manière désordonnée sur les pentes. D'autres s'arrêtent ou s'asseyent, incapables de continuer. Le froid humide et le vent accélèrent l'hypothermie. Les membres tombent progressivement dans un état semi-conscient, incapables de se protéger ni de communiquer. Quelques jeunes frappent des pierres ou se frappent eux-mêmes la tête. D'autres s'allongent dans la boue ou la neige fondue. Tout le monde va périr dû à l'hypothermie, à l'épuisement et à l'exposition. Seule Valentina Utoshenko, 17 ans, parvient à survivre. Par miracle, elle trouve un abri relatif et réussit à se maintenir en vie. Puis, elle trouve la force pour marcher le long des lignes électriques tendues au-dessus des montagnes. Après 4 jours, elle rencontre des secours et explique de façon incohérente que des gens sont décédés. Valentina Utoshenko est en état de choc et ne peut s'exprimer avec clarté. Lorsque le groupe de Lyudmila Korovina rate son rendez-vous prévu avec un autre groupe de randonneurs, l'alerte est lancée. Les recherches pour les retrouver débutent le 24 août. 2 jours plus tard, le 26, les victimes sont retrouvées par hélicoptère dans une vallée au pied de la crête. Ils ne sont pas tous regroupés exactement au même endroit. Leur répartition reste particulière et a alimenté les mystères autour de l'incident. Les 6 randonneurs sont retrouvés sur le flanc de la montagne Tretrans. La majorité des corps ont été retrouvés relativement proches les uns des autres, à proximité d'une vallée sous la crête, sur des pentes légèrement en contrebas. Certains étaient allongés face contre le sol, d'autres recroquevillés, signe de tentative de se protéger du froid. Quelques corps étaient légèrement éloignés, comme s'ils avaient tenté de marcher ou de fuir avant de succomber. Aucun corps n'avait de traumatisme massif externe, pas de fractures graves, ni de blessures causées par autrui. Certains montraient des signes d'agitation ou de mouvements violents, comme des positions inhabituelles, des bras levés, des mains sur la tête, ce qui correspondait au récit de désorientation et panique avant la mort. Les corps dispersés suggéraient que le groupe s'était désorganisé au moment critique, probablement sous l'effet de l'hypothermie sévère qui a provoqué confusion et perte de contrôle. Les autopsies ont révélé que toutes les victimes étaient mortes principalement à cause de l'hypothermie. Le froid, combiné à l'humidité et au vent, a provoqué une perte rapide de chaleur corporelle, entraînant un ralentissement du métabolisme, une perte de coordination, une confusion et une désorientation, et un arrêt progressif des fonctions vitales. Les autopsies ont noté des signes de fatigue extrême et d'épuisement. Quelques victimes présentaient des lésions mineures
comme des ecchymoses sur les membres, probablement dus à des chutes ou à des mouvements désordonnés pendant la panique ou la recherche d'abri. Lyudmila Korovina est morte d'une crise cardiaque causée par un épuisement extrême déclenché par l'hypothermie et un effort prolongé. Elle a été la première victime, ce qui a complètement désorganisé le reste du groupe. Il n'y avait présence d'aucun signe de violence externe, pas de fracture grave, ni de coups, aucune intoxication, ni maladie aiguë détectée. Les décès sont entièrement liés aux conditions environnementales et à la fatigue. Les positions des corps correspondaient aux effets neurologiques de l'hypothermie sévère, avec agitation paradoxale et désorientation. Les enquêtes et les autopsies expliquent cette affaire de façon expéditive. 7 randonneurs ont été victimes d'un changement météo des plus violents dans la chaîne de montagnes de Kamar Daban. Ne pouvant retrouver leur chemin et un abri sûr, ils ont été victimes des éléments et sont décédés d'hypothermie. Lyudmila Korovina, la chef d'expédition, a succombé la première d'une crise cardiaque. Seule Valentina Utoshenko, 17 ans, a survécu miraculeusement à cette tragédie. Même si la cause officielle est l'hypothermie fatale, plusieurs éléments intriguent encore les chercheurs et les amateurs de montagne. Les corps ont été retrouvés dans des positions inhabituelles, des bras levés, mains sur la tête, visage contre le sol, recroquevillés. Certains semblent avoir bougé ou couru avant de mourir. D'autres étaient immobiles, dans des positions impossibles à tenir sur une longue durée. Le groupe était relativement proche sur la pente, mais les corps étaient légèrement dispersés. Certains corps montraient des signes de tentative de se déplacer ou de chercher un abri, ce qui suggère un effondrement progressif plutôt que simultané. Cela intriguait. Pourquoi certains ont-ils tenté de se déplacer alors que d'autres s'effondraient sur place? Le comportement de Lyudmila Korovina semble incompréhensible. Cette guide expérimentée est décédée la première, laissant le groupe sans repère. Certains experts se demandent si une décision différente de sa part, soit de redescendre immédiatement la vallée, aurait pu sauver tous les membres. La rapidité avec laquelle le groupe s'est désorganisé après sa mort reste frappante. Dans les montagnes sibériennes, la météo peut changer drastiquement. Certains spécialistes se demandent si Korovina aurait pu anticiper ou éviter l'exposition à la crête. Le drame a parfois été comparé à l'incident du col Dyatlov de 1959. Un groupe de jeunes en randonnée, une mort par hypothermie et exposition, des positions inhabituelles des corps. Cela alimentait les théories alternatives ou des questions sur les comportements en hypothermie extrême. Le mystère principal ne réside pas dans la cause, l'hypothermie, mais dans le comportement des victimes et la rapidité du drame. Pourquoi certains ont-ils bougé et d'autres non? Comment le groupe, entraîné et expérimenté, s'est-il désorganisé si rapidement? Quel rôle exact a joué le choix de camper sur la crête exposée? Korovina a-t-elle pris les bonnes décisions?
Valery Tatamikov et Vladimir Zinov ont joué un rôle clé dans la recherche des corps du groupe Korovina après le drame du Kamar Daban en août 1993. Ces deux sauveteurs expérimentés ont affirmé qu'il était impossible que les randonneurs soient morts uniquement de froid. Selon eux, les conditions météo, bien que mauvaises, n'étaient pas suffisantes pour provoquer une hypothermie fatale en si peu de temps. Zinov a suggéré que les victimes auraient pu être mortes d'un mal aigu des montagnes, un œdème pulmonaire de haute altitude, une pathologie rare, mais possible à des altitudes élevées, même en été. La théorie de Tatamikov et Zinov a été accueillie avec scepticisme par certains experts qui estiment que l'hypothermie reste la cause la plus probable. Cependant, l'absence de blessures externes graves et les positions inhabituelles des corps continuent de nourrir le débat. Vladimir Borzenkov a une théorie bien à lui. Il croit que les randonneurs sont devenus fous à cause d'infrasons. Les infrasons seraient des ondes sonores de très basse fréquence, inaudibles, mais qui dans certaines conditions pourraient causer anxiété, confusion, panique, voire des troubles physiologiques. Les infrasons sont parfois évoqués pour expliquer des comportements étranges dans des drames de montagne, comme le Kamar Daban ou le col Dyatlov. Quand un vent fort passe sur une arête, une crête ou autour d'obstacles rocheux, il peut produire des vibrations basse fréquence. Ce phénomène est appelé effet Karman ou tourbillon de von Karman, de grands tourbillons d'air réguliers qui créent une sorte de battement infrasonique. Les coups de tonnerre et certaines décharges électriques atmosphériques génèrent des infrasons qui se propagent très loin. Le mouvement de grandes masses de neige ou de roches peut créer un grondement à très basse fréquence. Les phénomènes géologiques comme des microséismes, des mouvements de failles ou des sources hydrothermales peuvent aussi être la source d'infrasons. Des études ont montré que l'exposition prolongée à de fortes doses d'infrasons peuvent causer de l'anxiété, oppression, sentiments de panique, des nausées, des vertiges, de la difficulté à respirer, de la désorientation, des hallucinations visuelles ou auditives, et même un comportement irrationnel. La théorie de Vladimir Borzenkov suggère que les randonneurs auraient pu être exposés à de puissants infrasons générés par le vent et le relief du massif, ce qui aurait déclenché une panique soudaine, une désorientation et des réactions physiques violentes. Bien qu'invitante, cette théorie n'est pas prouvée. Les infrasons existent bel et bien dans la zone du Kamar Daban, mais leur intensité n'a jamais été mesurée. La théorie de l'empoisonnement se doit d'être étudiée sérieusement. La survivante Valentina Utoshenko a décrit des symptômes soudains et spectaculaires chez ses camarades, des convulsions, de l'écume à la bouche, des vomissements, de la désorientation et une perte de conscience rapide. Ces signes ressemblent à une intoxication aiguë plutôt qu'à une simple hypothermie. Certains champignons de Sibérie peuvent provoquer convulsions et hallucinations. Les jeunes randonneurs auraient pu en cueillir pour compléter leur ration. L'eau puisée dans les torrents de montagne peuvent contenir des bactéries, métaux lourds ou même du fluor naturel.
l'eau polluée par l'industrie demeure possible, car la région de Baïkal connaissait des problèmes de rejet chimique. Les autopsies n'ont trouvé aucune toxine identifiée dans les corps, mais en 1993, les analyses en région reculées étaient limitées. Les symptômes décrits ressemblent aussi à une hypothermie avec œdème pulmonaire ou à une panique extrême, ce qui a brouillé l'interprétation. Il ne faut pas oublier que Valentina Utoshenko n'a pas été touchée, ce qui est étrange si tout le groupe avait consommé la même nourriture ou la même eau. La théorie de l'empoisonnement reste l'une des plus plausibles, surtout à cause de la violence et de la rapidité des symptômes. Mais elle n'a jamais été confirmée, faute de preuves médicales solides. Certains spécialistes croient que les symptômes décrits par Valentina Utoshenko, convulsions, écume à la bouche, désorientation, mort en quelques minutes pour certains, ressemblent beaucoup plus à une intoxication aiguë par neurotoxique qu'à une simple hypothermie. La zone de la Sibérie et de la région de Baïkal a été utilisée à l'époque soviétique et post-soviétique pour des tests militaires discrets, y compris chimiques et bactériologiques. Plusieurs randonneurs de cette expédition sont morts en moins d'une heure, ce qui colle davantage avec un gaz ou une substance chimique qu'avec un froid progressif ou une infection alimentaire. Les gaz ou agents toxiques militaires qui auraient pu être responsables sont nombreux. L'agent VX, le sarin ou le Novichok peuvent créer les symptômes qu'ont ressentis les randonneurs: convulsions, salivation et écume et arrêt respiratoire rapide. Par contre, ce genre d'accident aurait probablement laissé plus de traces sur les autopsies. Le monoxyde de carbone naturel a aussi été mentionné. Les randonneurs ont été incapables de s'allumer des feux pour se réchauffer, mais des gaz volcaniques émis par certaines zones géologiques. Ces gaz avec une odeur d'œuf pourri peuvent tuer en quelques minutes. Par contre, les autopsies officielles n'ont trouvé aucune trace de toxine identifiable. En ce qui concerne l'hypothèse d'un test militaire que les randonneurs n'auraient pas dû voir, elle est à écarter de façon définitive. Cette région était très fréquentée. Il n'y avait aucune raison pour les gouvernements de faire des tests à cet endroit. La théorie du gaz toxique militaire reste une explication séduisante, car elle correspond bien aux symptômes décrits, mais elle reste spéculative, faute de preuves concrètes. Elle fait partie des hypothèses paranormales ou militaires qui entourent aussi l'affaire du col Dyatlov. Le 5 août 1993, 5 jeunes randonneurs kazakhs, encadrés par l'alpiniste chevronné Lyudmila Korovina, ont trouvé la mort dans les montagnes du Kamar Daban, en Sibérie. Les autopsies sont formelles. 5 randonneurs sont décédés d'hypothermie et Korovina d'une crise cardiaque. Des zones d'ombre importantes demeure dans cette affaire. Korovina aurait pris des décisions qui sont contraires à sa grande expérience de guide de randonnée. Les autopsies ont aussi révélé un fait des plus étranges.
il n'y avait pratiquement pas de nutriments dans leur corps, ce qui est incompréhensible pour des randonneurs qui avaient fourni des efforts surhumains pour tenter de sauver leur vie. Selon Leonid Zmailov, ancien chef adjoint du service régional de recherche et de sauvetage de Transbaïkalie, les sauveteurs ont constaté que l'intérieur des sacs à dos des randonneurs était sec. Il semble qu'ils n'ont touché à rien, comme s'ils n'avaient pas tenté de se réchauffer. Cette prise de décision semble tout à fait irrationnelle et nul doute qu'un phénomène inconnu a faussé leur jugement. Il est connu que l'agent neurotoxique, le Novichok, a été testé près du Kamar d'Aban. Ce gaz a peut-être pris des mois à se dissiper dans la nature. Il aurait pu atteindre les randonneurs et causer des hallucinations, une perte avec la réalité et un décès rapide. Malgré tous les symptômes décrits, la rapidité des décès et l'absence d'explications claires, la conclusion à cette affaire demeure l'hypothermie. Cette tragédie continue d'alimenter les théories. Intoxication alimentaire, exposition à des gaz naturels, accidents chimiques ou militaires, effets d'infrason, voire phénomènes atmosphériques rares. 30 ans plus tard, l'énigme demeure entière. Comme pour le col Dyatlov, la vérité exacte pourrait ne jamais être connue. L'affaire du Kamar d'Aban reste ainsi l'un des mystères les plus sombres et troublants de l'histoire de l'alpinisme et de la randonnée en Sibérie.